C'est vrai, aujourd'hui, on assiste à l'ère qu'on définit l'ère de l'Anthropocène, où l'action de l'homme dans son environnement commence à avoir des effets qui compromettent la vie, la pérennité de la vie humaine, ou bien la pérennité de la vie tout court, qu'elle soit minéralière, qu'elle soit végétale ou animale. Alors, évidemment, l'objectif ultime que l'humanité s'est donné après la révolution industrielle, donc qui est de produire le plus, avec le sous-entendu que le plus est le mieux. Ça veut dire plus on produit, plus les individus ont revenu, et plus les individus ont revenu, plus ils sont bien, donc plus ils seront dans le bien-être. Et c'est là que vient l'idée donc de la croissance, donc de la croissance comme finalité. Aujourd'hui, pas aujourd'hui même, déjà dans les années 70, avec le rapport de Meadows, l'humanité se rendait compte que la perspective de la croissance, l'objectif de la croissance qu'on a généralisé après la Seconde Guerre n'est pas viable, qu'il arrive à un moment donné où quand même il fallait qu'on interroge cette question-là, sachant même que les classiques tels que Ricardo avec la thèse de l'état stationnaire avaient déjà interrogé. La croissance pour la croissance elle-même n'est pas viable. Donc, aujourd'hui, c'est la crise écologique qui avait déjà commencé à s'accentuer, qui avait déjà commencé à lancer ses premières alertes dans les années 70, comme je l'ai signifié. De plus en plus aujourd'hui, on assiste à un dérèglement climatique. Et sauf les climato-sceptiques, tout le monde est d'accord quand même qu'il faut réagir. Après, est-ce que tout le monde est d'accord sur est-ce qu'il faut toujours rester sur la croissance? Parce que la cause première, en fait, de cette crise-là, il faut le dire, c'est l'objectif de la croissance économique. Voilà. Et cette croissance économique, comme objectif ultime, en fait, est la cause première. Aujourd'hui, il semblerait, avec les différentes initiatives qui se prennent ça et là, que l'objectif n'est pas de sortir de la croissance ou bien de s'inscrire dans ce que Serge Latouche appelle la décroissance, mais plutôt c'est toujours de maintenir la croissance, seulement il faut l'anoblir, ou bien seulement il faut faire que la croissance soit qualitative. On va parler de croissance verte, on va parler de croissance pauvre, on va parler de croissance inclusive. Donc l'objectif c'est que, une chose est heureuse quand même, c'est que tout le monde se rend compte des effets néfastes de la croissance, aussi bien sur les inégalités, sur l'environnement, mais seulement on ne veut pas sortir de la croissance, donc on va essayer d'anoblir la croissance, on va lui donner des qualificatifs qui lui donneraient a priori ses lettres de noblesse. Mais seulement, et c'est justement cette perspective-là pour moi qui n'est pas, en tout cas mes travaux ne s'inscrivent pas dans cette perspective-là, je suis plus dans la pensée, dans la démarche qui consiste à changer de boussole, en fait. Parce que la question, c'est pas est-ce qu'il faut sortir de la croissance ou non. La question, c'est reposer la question de la finalité d'une société. Est-ce qu'une société doit uniquement avoir comme temple, comme autel, la croissance? Historiquement, ça n'a pas été le cas, ce qui me pousse à verser dans l'anthropologie économique, à me demander qu'est-ce qui se passait, quelle était la perspective ultime des sociétés avant la révolution industrielle ou bien des sociétés avant le contact occidental. Il n'a jamais été question de croissance, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, on retrouve dans l'anthropologie économique. Et il est possible de changer le cap. Et heureusement, des pays comme des expériences existent, comme en Amérique latine, avec Bolivie, si je ne me trompe pas, ou l'Équateur, qui ont décidé de changer totalement le cap et de se focaliser non pas sur la croissance, mais sur le gain bibir, en fait. Et on a vu d'autres pays avec le bonheur national brut, et ainsi de suite. Donc, il est possible, pour moi, la première chose, c'est qu'il faut changer de cap. Et d'autant plus qu'il faut changer de cap sur le plan politique, mais aussi sur le plan théorique. Il est fort courant en économie de penser que l'économie est la science de la croissance, ce qui me semble être une erreur épistémologique. L'économie, sa question ultime n'est pas la croissance, sa question ultime, c'est le bien-être. Seulement, il y a un rapprochement que les économistes ont fait en pensant que croissance est égale hausse du revenu est égale à bien. Alors que on le sait aujourd'hui avec le paradoxe de Easterlin et tant d'autres travaux que le revenu ne signifie pas fondamentalement bien. Donc, théoriquement, mon objectif, c'est de renouer l'économie à sa perspective ultime, à sa perspective politique qui est le bien-être. Maintenant, et c'est dans ce sens que l'approche par les capacités est d'une grâce aidante, parce que c'est un cadre théorique qui permet justement de reconfigurer, de réfléchir tout aussi bien l'anthropologie économique, l'économie et l'éthique, l'économie du développement,
dans une autre perspective qui est différente de la croissance, la perspective des libertés humaines. Et aujourd'hui, avec cette approche par les capacités que j'essaye de conjuguer avec ce que moi j'appelle l'animisme économique, qui est un peu pour moi l'économie à la lumière de la tradition africaine, permet d'aller au-delà donc de cette, parce que l'approche par les capacités se centre encore sur l'individu. Et aujourd'hui, il me semble que l'une des questions les ultimes ou bien l'un des challenges de notre temps, c'est qu'on sait que l'humain à lui seul ne peut pas vivre. C'est qu'il est fondamental pour l'humain de prendre en charge la vie du tout vivant. Et c'est justement cette perspective que l'approche par les capacités ne prend pas en compte que j'essaye d'introduire en réfléchissant sur les capacités du vivant, en fait. Donc, les capacités au-delà de l'humain, en fait. Voilà. Je pense que ces modèles-là, je peux me tromper, mais moi, mon intuition, j'ai le sentiment que ces modèles ne repensent pas la croissance. Ces modèles ont existé, ces modèles répondent à des questions qui sont des questions parce que les sociétés n'ont pas attendu les économistes pour répondre aux questions économiques. Donc, et qu'il y a ce que Félix Sarr appelle les économicités, donc les pratiques économiques qui existent indépendamment ou bien qui ont toujours existé sans les sciences économiques. Et qu'aujourd'hui, peut-être les sciences économiques doivent se mettre à l'école de ces pratiques économiques-là, de ces économicités. Et que ces économicités-là, qu'est-ce qu'elles entretiennent? Quel est leur objectif ultime? Ce n'est pas la croissance. Et d'ailleurs, la plupart du temps, la question que les économistes posent, c'est la validité externe. Quand il y a une petite expérience, la question que les gens disent, c'est que oui, mais à l'échelle, il faut quand même qu'on aille à l'échelle macro. Comme si en réalité, il y a une nécessité de tout agréger, en fait. C'est ce que Amartya Sen appelle la peur du non commensurable, que voilà, qui habite les économistes, quoi, qui fait que donc, il faut toujours qu'on agrège. Et pour qu'on agrège, il faut que tous soient de même unité. Donc, il faut que tous s'homogénéisent. Alors que, et c'est ça l'expérience même du vivant, l'expérience de la nature, c'est de dire que il faut du tout pour faire un monde et qu'il faut s'inscrire peut-être dans une thinking small. C'est-à-dire qu'il y a une coexistence de plusieurs formes d'économie et que c'est cette coexistence de plusieurs formes d'économie-là qui fait en réalité l'économie, sans pour autant qu'il y ait un système économique qui essaye de prendre le dessus pour avaler et phagocyter tous les autres systèmes économiques en fait. Voilà. C'est ça en fait. Donc, à mon avis, les pratiques économiques aujourd'hui existant sur le continent répondent mieux, en fait, et répondent adéquatement aux questions ontologiques des sociétés africaines, en fait. La question de qu'est-ce qu'on entretient, quoi? Qu'est-ce qui fait la vie humaine? Qu'est-ce qui fait la vie tout court? Et ce sont ces économies-là, quand on le pose, quand on regarde ces économies-là, c'est exactement, on voit que c'est cette question-là à laquelle elle essaie de répondre et non pas la question de la croissance. L'économie sociale et solidaire, telle qu'elle se pratique ici, telle qu'elle s'est pratiquée avant qu'on la nomme économie sociale et solidaire, a essayé de répondre d'abord aux questions de la société, en fait, et non pas à la question de la croissance, en fait. Donc, c'est ça, en fait, en réalité, quoi. En fait, ça, il y a une chose aussi il y a une branche dont les économistes ne parlent pas souvent, qui est une branche hétérodoxe. Donc, puisque c'est hétérodoxe, c'est un peu à la marge, c'est une économie féministe. Et j'aime bien ce courant pour la simple raison que la plupart des auteurs qui sont dans ce courant posent la question vraiment de qui sont les économistes et de quelle société ils parlent. Et il trouve que l'économie est une science, ça quand même, ça fait partie des reproches qu'on a toujours donné à l'économie, c'est une science phallocratique. Vous pouvez même avoir la preuve, combien de profs au féminin vous avez et combien de doctorantes vous avez. En fait, c'est très peu. Alors, donc l'économie est une science qui est pensée, en fait, par des hommes blancs, on peut le dire ainsi, avec un pouvoir vraiment blanc, un pouvoir phallocrate. Et l'économie féministe quand même à dire qu'avant qu'il y ait l'économie industrielle, là, il y a oikos nomos, les règles d'administration de la maison. Seulement qu'en économie, on enseigne que cette règle d'administration de la maison,
ça répond à la question de comment le bon père de famille, et seulement que ça c'est la cité grecque. Il se trouve que dans nos sociétés, l'oikos nomos est éminemment féminine. L'économie est une affaire féminine. Et dans cette économie féminine-là, la question de la production ne se pose pas. La question de la production, à la place de la production, on a la question de la génération ou de la régénération. Quand on produit, il est question d'input, il est question d'out, donc il est question dans ce processus-là de déchets, comme vous l'avez vu en comptabilité analytique. Alors que dans la régénération, dans la génération, en fait, on a quelque chose de circulaire, on a quelque chose de systématique, on a quelque chose où tous les éléments participent en un système sans pour autant qu'il y ait une hiérarchisation, sans pour autant qu'il y ait une prévalence de l'un sur l'autre. Nous avons une certaine répugnance des déchets parce que nous pensons production. Ah oui, quand tu penses à la production, c'est parce que tu penses à la production que pour toi la paille ne compte pas. Mais quand tu es dans la génération, la paille est un élément. Tu ne peux pas dire que la graine, voilà la cacahuète, et la paille c'est le déchet ou le sous-produit. Parce que quand tu dis la paille c'est le sous-produit, c'est parce que derrière tu es dans l'esprit de la production de l'argent. Donc, l'économie du vivant cherche aussi à retrouver cette économie de la génération qui prime sur l'économie de la production. Et dans la génération, tu as l'inclusion, tu as la distribution, tu as la production, sans pour autant que les éléments ne soient compartimentés. Et ça aussi, Nicolas Georgescu-Roegen, un économiste américano-roumain, a écrit un livre qui fait date, quand même, c'est lui qui est un peu l'auteur de la décroissance avant Serge Latouche. Et il a parlé de la bioéconomie. Et dans cet ouvrage-là, il montrait comment l'économie s'est trouvée dans un piège épistémologique en se référant, en prenant comme référence en fait la physique relative et non la mécanique biologique. Et que, voilà, c'est lui qui va introduire la notion d'entropie. Le fait qu'en réalité, exactement, dans un système économique, en fait, tout le système en circulant, en roulant, en fait, il y a toute une relation, en fait, qui fait que donc, toute production est une production d'énergie. Et que tout système en vivant produit les éléments de sa mort. Et que toute l'ingénierie de la biologie est de tout faire pour non pas accélérer l'entropie, mais décélérer l'entropie. Mais l'entropie, c'est quelque chose de naturel. La voiture qui roule doit consommer, la voiture qui roule à partir du carburant, mais seulement que le carburant, en consommant le carburant, elle crée les conditions de sa prochaine stagnation. Il en est de même de tout système, y compris les systèmes économiques. Et maintenant, peut-être, le fait d'inscrire l'écosphère, la sphère de l'économie dans la sociosphère et que la sociosphère appartient à la biosphère fait que donc l'économie ne peut plus être pensée comme un élément exogène. Et l'environnement, contrairement à ce que pense l'économie de l'environnement, n'est plus une externalité. Généralement, on a tendance à penser l'économie à partir des externalités, alors que réellement, l'économie, la sphère économique est une sphère de la société. La sphère de la société appartient à la biosphère. Donc, ce sont des petits sous-ensembles dans le macro-ensemble. Donc, la relation est fondamentalement directe. Et ça change tout. Et c'est exactement ça quand je parle de l'économie animiste. En fait, bon, l'animisme dans sa conception, sans autant choquer les particularités, mais vraiment, en fait, il y a, quand je parle de l'économie animiste, c'est justement toute cette pensée animiste, cette pensée, donc quand je parle de l'animisme, je parle de fait de la croyance qui a existé presque dans toutes les sociétés qui consistait à penser que, en fait, qu'on n'est pas un point central, qu'on est un point parmi tant d'autres points. Et que dans cette relation-là, le tout est animé d'une force vitale. Tu vois, dans l'animisme, en fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire la plante est animée. Les égards que j'ai envers la plante, ce sont je ne peux pas venir et couper l'arbre à n'importe quelle saison, à n'importe quelle période. Quand je prends de l'arbre, en fait, je prends quelque chose, non pas une ressource. La notion même de ressource est à interroger. Je ne prends pas qu'une ressource. C'est que je prends de l'arbre, je participe à sa régénération, parce que comme on dit dans la Bible,
pour que lorsque le grain de blé tombe et qu'il ne meurt pas, il reste en blé. Il faut qu'il se transforme en fait. En fait, c'est ça en réalité. Donc je participe. Mais ces égards de participation-là font qu'en réalité, j'ai une certaine relation d'horizontalité avec le tout. Le chasseur d'oiseaux, avant de tuer l'animal, a tout un rituel, a toute une économie qu'il déploie. Et quand il tue l'animal, il y a aussi toute une économie en fait. Mais ça, aujourd'hui, on parle de la destruction de certaines espèces. On parle de la disparition de certaines espèces. On ne peut pas ne pas mettre ça au solde de l'extraction, de l'extractivisme, autrement dit de l'économie de la production, de la croissance effrénée. Et c'est ça en réalité, ce retour-là pour moi, qui existe déjà dans la pensée économique africaine et qu'il faut peut-être régénérer pour utiliser ce terme-là.